On est en compagnie de Jean-Luc Buchalet. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes le patron de Pythagore Consult et vous venez de sortir un nouveau livre, Le capitalisme et les 7 péchés capitaux. Un titre choc. On va pas passer en revue les 7 péchés capitaux du capitalisme, mais on va en voir quelques-uns quand même. Ça démarre avec un péché d'orgueil, celui du mythe de l'Eldorado numérique. Expliquez-nous. Alors juste très rapidement, sur ce livre, j'ai fait un espèce de panorama sur l'ensemble de l'économie mondiale pour essayer de comprendre dans quelle direction va le monde. Malheureusement, pas toujours dans la bonne direction. Et je termine quand même par un chapitre plutôt optimisme qui sont les portes du paradis, donc encore une référence biblique. Et sur la problématique de la robotique, de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, comme de la mondialisation, donc on s'aperçoit qu'au cours des dernières années, si on prend l'exemple des États-Unis, qui est le berceau des nouvelles technologies, on s'aperçoit que les salaires réels, sur toute la période, ont baissé depuis 1990. Et donc, lorsque les salaires réels ne progressent pas, la croissance ne vient pas. Et donc, on est enfermé dans une déflation, même si, à très court terme, on a un rebond, et notamment du fait, et on en parlera parce qu'il y a un lien du fait de l'activisme des banques centrales. Donc, on s'aperçoit que vous avez les classes moyennes qui sont atteintes dans ce problème des nouvelles technologies, et vous avez une polarisation de l'emploi. Et le gagnant emporte toute la mine, que ça soit dans le domaine de l'emploi, c'est-à-dire que l'ingénieur informatique remporte toute la mise contre les métiers qui, pourtant souvent des métiers extrêmement sophistiqués. Et on voit là, à la différence de la deuxième révolution industrielle, où l'automatisation s'était faite, ici vous atteignez des métiers qui sont sophistiqués. Alors je prendrai l'exemple des traders, puisque c'est notre métier aussi. Aux États-Unis, Goldman Sachs, en 2000, employait à peu près 600 traders. Et donc aujourd'hui, vous en avez à New York plus que 2. Ils ont été remplacés par 200 informaticiens. Un trader était payé en gros 600 000 €, un informaticien c'est 200 000 €. Et donc vous voyez la problématique, c'est-à-dire que grosso modo c'est déflationniste. Et vous prenez un deuxième exemple, c'est Booking. Donc Booking c'est quoi? C'est une réservation en ligne. Et vous voyez que la capitalisation de ces entreprises sont souvent beaucoup plus élevées qu'Accor, qui lui a des immeubles en dur. Des immeubles en dur, des immeubles employés. Voilà. Et donc, et deuxième chose, les gagnants, et notamment donc on parle des GAFAM, donc si on rajoute Microsoft, et vous pouvez parler de la même façon donc des BAT en Chine, et si vous prenez la capitalisation de l'ensemble de ces entreprises, on est à peu près à 150% du PIB français, pour à peu près 626 000 employés. Donc vous voyez bien la problématique dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que les GAFAM, et donc on prendrait Amazon contre Carrefour, donc Carrefour a baissé de façon très importante, et donc Amazon pique des parts de marché, mais pique aussi de la capitalisation sur Carrefour. On voit moins les choses, puisque derrière, les banques centrales, alors qu'est-ce qu'elles font face à ce type d'environnement? Elles essayent de reflatter l'économie, d'essayer de relancer l'économie, et donc elles ont abaissé leur taux à 0. Et donc là, vous avez une déformation de l'allocation d'actifs, et donc compte tenu de taux extrêmement bas, les gens vont prendre de plus en plus de risques pour aller chercher de la rémunération. Et donc vous avez une déformation très forte, et on le voit très bien dans l'immobilier un peu partout dans le monde, et notamment encore aux États-Unis, puisque maintenant on est 25% plus haut que le précédent point haut de 2007. Et là encore, dans ce partage de la valeur ajoutée, vous apercevez que l'actionnaire ou le propriétaire est le gagnant dans cette histoire. Et donc, comment sortir de ces politiques monétaires ultra-expansionnistes, sachant que, puisque la consommation n'est pas au rendez-vous et les classes moyennes font la fiscalité, c'est elles qui payent les impôts, les classes moyennes sont plutôt atteintes, et alors il y a la fameuse phrase de Schumpeter qui est la destruction créatrice, et donc mon sentiment, et là il y a 2 points de vue, c'est que cette fois-ci on se trouve plutôt dans la disruption destructrice. Alors les gens vous disent oui mais ça prendra du temps, donc dans un premier temps on détruit et on créera de nouveaux emplois. Moi je pense que, je reprends encore un exemple pour vous montrer. On détruit mais on ne crée pas de nouveaux emplois. Et surtout ça atteint, si vous voulez, la puissance de l'intelligence artificielle fait qu'on est en train de taper sur ce qui a fait la croissance après la Seconde Guerre mondiale, et notamment dans les 30 Glorieuses, c'est-à-dire les classes moyennes. Alors si on prend les émergents face à ces nouvelles technologies, alors eux ils sont dans un stade intermédiaire, et la Chine, où on vante donc les réussites d'entreprises comme Alibaba, on s'aperçoit qu'eux vont souffrir de la même façon que nous de la mondialisation, c'est-à-dire que le même phénomène va se produire, sauf qu'ils sont très en retard par rapport à
à l'économie européenne ou américaine. Et on le prend, si on prend l'exemple de Foxconn, qui est une entreprise taïwanaise qui est implantée dans le sud de la Chine et qui fabrique les téléphones Apple, on s'aperçoit que ils ont annoncé donc le licenciement de 60 000 personnes sur 100 000. Et donc, vous voyez dans quel système. Donc, que peuvent faire les banques centrales? La Chine aussi donc, a fait comme l'ont fait les pays occidentaux, c'est-à-dire elle a mis du crédit sur la table de façon à essayer de contenir le ralentissement de l'économie. Donc, comment sortir de ce système? Donc, les banques centrales sont un peu coincées et finalement, cette fois-ci, c'est le marché qui prend en otage les banques centrales. Normalement, c'est les banques centrales qui sont directrices et qui mènent le marché. Et donc, on a une inversion des choses et on le voit très bien dans la difficulté, dans le discours, que ce soit de Janet Yellen ou Mario Draghi, qui est suivi de façon extrêmement précise par les investisseurs, où ils se posent la question, bon, quand est-ce qu'on va arrêter le quantitative easing? Et donc, on est, si vous voulez, sur un espèce de volcan qui pourrait éclater si tout... Alors, on voit la reprise de l'investissement et lorsque l'investissement repart, vous êtes en compétition avec le financement de la dette publique et c'est là où les taux d'intérêt peuvent remonter. Donc, on va certainement, l'année prochaine sera un peu plus sportive et paradoxalement, les bonnes nouvelles, notamment en termes d'investissement, peuvent être considérées comme des mauvaises nouvelles dans la mesure où ça va pousser donc les banques centrales à finalement essayer de retirer un peu de liquidité dans le système. Et alors voilà, en tout cas pour ce premier péché d'orgueil, le mythe de l'Eldorado numérique, on l'a compris, donc il détruit de l'emploi. Voilà, c'est pas forcément la création destructrice et schumpeterienne. On va passer sur le péché d'envie, les BRICS qui cherchent à se faire aussi gros au même niveau de vie que les pays occidentaux, péché de gourmandise avec l'Afrique aveuglée par l'abondance de ses matières premières. Et pour se pencher, tiens, au péché d'avarice, vous dites l'accaparement de la richesse par les seniors au détriment des jeunes générations. Donc on a ce phénomène qui fait qu'il y a une concentration, comme je vous le disais, dans cette mondialisation et cette robotique. Vous avez une concentration des richesses, et notamment les propriétaires. Et si on prend l'exemple uniquement de la France, vous apercevez que les retraités à peu près détiennent à peu près 70% de la richesse. Donc vous avez une concentration et du fait d'un vieillissement de la population, vous voyez la problématique dans laquelle on se trouve. Mais si on va un peu plus loin, donc on peut scinder dans la démographie le monde en deux morceaux. D'un côté, les pays riches qui sont en train de vivre donc la phase ultime de la transition démocratique avec la sortie par le haut, avec un vieillissement accéléré de la population. Et la Chine est en train de vivre le même phénomène, mais de façon encore beaucoup plus accélérée et ressemble à ce qu'on est en train de voir au Japon, c'est-à-dire une baisse de la population dans un premier temps active et bientôt une baisse générale de la population. Et puis de l'autre côté, vous avez les pays comme l'Afrique qui eux sont dans un espèce de boom démographique. Et donc si on prend l'exemple du Nigeria, qui est une bombe à retardement démographique, le Nigeria devrait, si les projections sont les bonnes, à peu près représenter 900 millions d'habitants contre un peu plus de 200 et quelques millions d'habitants, soit 8% de la population mondiale. Avec la médiane de la population, c'est-à-dire 50% de la population à moins de 16 ans. Donc vous devenez grand-père à 40 ans. Donc vous passez en Afrique d'un chiffre de à peu près 1,2 milliard aujourd'hui à 2,4 milliards. Donc la problématique du problème des réfugiés et tout, pour le moment c'est un hors-d'œuvre et donc il va falloir se concentrer sur l'Afrique et le seul moyen, on l'a très bien vu si on prend l'exemple du Vietnam, vous aviez donc les Vietnamiens avec les boat people qui fuyaient le Vietnam, maintenant les Viet Kieu, c'est ce qu'on appelle les gens qui retournent dans leur pays parce qu'il y a de la croissance. Donc la seule réponse qu'on peut faire face à cette problématique démographique, c'est d'aller investir et notamment si vous prenez donc le Sahara, le désert où vous n'avez personne, vous avez du soleil tous les jours et donc ça pourrait être la source d'énergie à la fois de l'Afrique, parce que l'Afrique manque d'énergie, vous avez à peu près 70% des gens qui n'ont pas accès à l'électricité, donc on leur explique qu'ils sont en train de passer à la phase ultime, mais ils sont obligés d'aller recharger leur téléphone portable dans des petites guérites. Donc vous voyez bien dans la problématique d'aujourd'hui. Et donc je terminerai là-dessus, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que maintenant tout le monde a fait le point sur les solutions apportées. La problématique, c'est essayer de résoudre ces problèmes collectivement. C'est-à-dire qu'il faut se mettre autour de la table et on voit bien qu'on ne prend pas cette direction. Et si notamment on le voit avec Trump aux États-Unis, avec le Brexit, les Chinois qui tirent de leur côté. Et donc, mais bon, à court terme, on s'aperçoit que l'Europe va plutôt, et ça sera peut-être le modèle, et un peu plus d'optimisme que j'ai pu avoir sur l'Europe qui pourra prendre ce virage. Et voilà le capitalisme et ses 7 péchés capitaux. Vous restez avec nous, Jean-Luc Buchalet, justement, on a vu quelques péchés, peut-être aussi quelques pistes justement pour s'en sortir, parce qu'il y a de l'espoir et
est-ce qu'il y a voilà, des repentants face à ces 7 péchés? On le voit dans un instant sur Téléfinance.